Du coup, aujourd'hui, ouais, avec Eugène, on va vous parler de détection automatisée de secrets dans les répertoires Git, avec l'agenda suivant que je peux vous proposer. Donc le premier, on va faire un peu un rappel des définitions, un rappel autour du concept de secret sprawl et des secrets, et voilà, tous les challenges associés à cette menace émergente. Ensuite, Eugène va ouvrir un peu le capot des solutions Git Guardian pour vous présenter les éléments de design de notre moteur de détection de secrets, les types de patterns qu'on est capable de détecter, etc. Ensuite, on va discuter des meilleurs endroits du cycle de développement logiciel pour intégrer des scans de secrets, donc client-side versus server-side, pour finalement switcher sur un mode plutôt démo où Eugène vous montrera plutôt des logiques d'utilisation de Git Guardian par des profils développeurs et où je reprendrai la main pour montrer notre dashboard qui est plutôt managé et piloté par des équipes sécurité, mais où on a les deux parties prenantes pour l'utilisation de la solution dans le but de remédier ces secrets qui peuvent fuiter dans le code source. Donc le secret sprawl, donc qu'est-ce que le secret sprawl? La première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'un secret? Donc je pense que vous êtes tous au courant. Un secret, c'est dans le sens de l'industrie, c'est tout élément qui permet de s'authentifier et d'accéder programmatiquement à un système. Donc on va parler principalement de clés d'API, de mots de passe de base de données, de clés privées, de certificats, de clés RSA, etc. Le secret sprawl, c'est un concept qui a été théorisé par HashiCorp, en fait, qui correspond à l'étalement et la prolifération des secrets dans tout un tas de systèmes de nos DSI, que ce soit dans les systèmes utilisés par les développeurs ou dans d'autres systèmes. Et globalement, du coup, le secret sprawl est une vulnérabilité qui appartient à la famille des vulnérabilités applicatives, qui est en pleine croissance, et là où on va dire que des solutions de SAST type checkmarks permettent d'identifier des vulnérabilités dans le code, ou des solutions type sneak permettent d'identifier des vulnérabilités dans les dépendances open source. Git Guardian est, on va dire, au front d'une nouvelle catégorie qui est le management et la détection de fuites de secrets dans des écosystèmes très proches de ce que proposait un Conjure ou un HashiCorp Vault sur la centralisation et le stockage sécurisé de secrets. Et au même titre que sur la détection, voilà, Git Guardian vient se placer en concurrence de solutions open source type GitLeaks ou arrêtez de faire des blagues dans le chat, messieurs, vous allez me faire rire, ou TruffleHog pour les plus connus. Donc la première question, et c'est une question qu'on entend très souvent en clientèle, c'est puisque les outils de versionning de code sont plutôt des systèmes privés accessibles uniquement aux employés de la société, pourquoi est-ce qu'il est à ce point dangereux d'avoir des secrets dans le code? Donc de notre point de vue, le code source est un asset qui est assez liquide. Le code est fait pour être voilà, dupliqué, forqué, il va transiter à la fois par les gestionnaires de code, il va être déployé sur les serveurs, il va transiter sur les stations de travail des équipes de dev. Il est voilà, distribué en interne ou en externe, parfois même publié en open source. Et la nature même du protocole Git a été conçue pour la collaboration et pas vraiment pour des notions d'auditabilité et de sécurité. Ensuite, il y a des gros sujets de compliance. Il commence à y avoir un certain nombre de référentiels qui précisent que voilà, les credentials ne doivent pas être stockés en clair dans les systèmes. Donc, de la même manière qu'on ne veut pas avoir des numéros de PAN, de carte bleue dans les bases de données, il ne faut pas avoir des secrets en clair accessibles à tous dans le version control system. Et la menace, elle est assez simple à comprendre. Voilà, un accès initial à un de ces systèmes qui voit transiter le code pourrait permettre à un acteur malveillant de récupérer ses secrets, puis de se déplacer latéralement dans d'autres systèmes, puisque le secret permet de s'authentifier comme un utilisateur légitime. Et du coup, c'est extrêmement compliqué de détecter ces accès illégitimes une fois que la personne est authentifiée correctement. Donc la conclusion, et nous notre philosophie ici, c'est que tout secret qui est pushé et qui arrive dans le serveur de versionning doit être considéré comme compromis et révoqué. Les gros challenges qui sont liés à la détection de secrets, il y en a plusieurs. Le principal, l'un des principaux en tout cas, c'est la
complexité inhérente au Git history. Donc le protocole Git, ça va être vraiment un millefeuille, un enchevêtrement de différentes versions de code qui sont le fruit de la collaboration des développeurs. Et puisque la fuite de secret, c'est pas une vulnérabilité de type runtime, en fait, on peut pas se focaliser uniquement sur la dernière version du code ou sur une branche master. Donc, scanner ces versions non protégées ne sont absolument pas suffisantes. Tous les commits et toutes les branches qui sont au sein du version control system doivent faire l'objet d'un scan et ne pas comporter de secret. Ensuite, il y a une vraie problématique de gestion des faux positifs et faux négatifs sur la détection de secret, puisque la détection de secret est probabilistique par nature, et du coup les outils open source qui avaient été créés il y a quelques années, donc j'ai parlé de Trufflelog, de Gitleaks, on peut mentionner Gitrob ou Yelp Detect Secrets aussi, ont une fâcheuse tendance à générer à la fois énormément de faux positifs, puisqu'ils se focalisent principalement sur des mesures de l'entropie, sans forcément prendre en compte d'autres éléments contextuels, ou alors ils appliquent des catalogues de regex qui sont très limités et qui sont pas du tout en phase avec le nombre exponentiel de providers d'API qui existent sur le marché. Donc voilà, des problématiques d'alerte fatigue ou de credentials qui passent entre les mailles du filet et qui vont subsister dans le VCS. Le dernier point, c'est que finalement, une fois qu'on a identifié qu'il y a des secrets dans le VCS, on a fait peut-être 20 ou 30% du boulot. L'alerting, c'est vraiment que la première étape de la remédiation. Dans des entreprises avec des équipes de développement importantes, distribuées, organisées soit en product team ou en business unit, la remédiation est extrêmement transverse et extrêmement compliquée. Donc un développeur qui fuite un secret, il n'aura pas forcément les droits pour le révoquer. Il va falloir ensuite se coordonner avec la sécu, la compliance, les équipes infra ou cloud ops qui peuvent régénérer et révoquer la clé historique. Donc il y a une grosse notion de collaboration et il y a des gains d'efficience à réaliser entre ces différentes équipes dans cet effort de remédiation. Je vais laisser Eugène reprendre la main sur voilà, l'explication du modèle de détection. Oui. Alors moi je vais vous parler plutôt comment on a implémenté à GitGuardian la détection de secrets. Donc pour rappeler le problème principal, on veut trouver tous les secrets qui sont exposés dans les fichiers versés, que ce soit sur GitHub, enfin dans les... Et on a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que les types de secrets différents, il y en a énormément. Donc on va pouvoir commencer par dire je vais implémenter un détecteur pour trouver les clés d'API de AWS parce que c'est très sensible. Mais petit à petit, on va vouloir rajouter tous les fournisseurs de secrets et c'est un travail, c'est un gros travail. Également, c'est en perpétuelle évolution, c'est-à-dire que une sorte de clé d'API va changer le format de sa clé, il va falloir la mettre à jour. Donc c'est un problème. Qu'il faut être capable de détecter ces changements et de savoir qu'on ne détecte plus bien telle clé d'API. De même, comme Guillaume en a parlé, il y a dans la détection de secrets, on va trouver ce qui nous intéresse, c'est les vrais positifs, c'est-à-dire des secrets qu'on a trouvés et qui sont vrais. Ce qui nous intéresse moins, c'est les faux positifs, c'est-à-dire qu'on alerte le user, l'utilisateur, sur un secret qui est en fait un faux secret, qui n'intéresse pas l'utilisateur. Donc pour ça, on a des métriques, si on le rappelle, et la précision. La précision, c'est ce qui fait que quand on détecte un secret, c'est vraiment un secret. C'est-à-dire que si on trouve des faux positifs, l'utilisateur, ça ne l'intéresse pas. Et si on trouve trop de faux positifs, les vrais secrets vont être noyés dans la masse. Et c'est ce qu'on a appelé l'alerte fatigue, qui fait que l'utilisateur va moins prendre en compte les secrets qu'on lui envoie. L'autre métrique importante, c'est le rappel, qui fait que c'est le nombre de secrets qu'on trouve par rapport à tous les secrets qui existent, c'est-à-dire mesure les secrets qu'on loupe. Et donc l'intérêt d'un bon moteur de détection de secrets, c'est d'optimiser ces deux métriques. Donc à GitGuardian, l'approche qu'on a eue, c'est
approche très basée sur la data, c'est-à-dire que ça fait maintenant 3 ans qu'on monitore GitHub, le flux d'activité GitHub en public, et qu'on accumule de la donnée pour être capable de tester nos algorithmes sur des cas réels en fait. C'est-à-dire qu'on va essayer de créer un détecteur pour un nouveau type de secret. On va tester le détecteur sur des millions de commits et voir ce que l'on trouve. Voir si le détecteur il trouve beaucoup de faux positifs, voir si le détecteur trouve bien tous les secrets qu'on veut trouver. Et c'est cette approche qui nous permet de rapidement mettre en place d'itérer rapidement et de passer moins de temps à créer des nouveaux détecteurs pour pouvoir en ajouter plus et en maintenir plus à jour. Donc le principe de base de la détection de secrets, c'est on va créer, comme je l'ai dit, des détecteurs pour chaque pattern que l'on trouve. Donc l'outil de base, ça va être les regex. Donc je pense que beaucoup de gens savent ce que c'est globalement. Quand on a une chaîne de caractères, donc avec des lettres, des chiffres, enfin des caractères, pas forcément alphanumériques, mais un peu n'importe quoi. Les regex vont nous permettre de reconnaître un schéma si la chaîne de caractères suit un schéma précis. Par exemple, est-ce que j'ai une chaîne de caractères qui commence par une lettre suivie de 2 chiffres? Et ces regex vont nous permettre de trouver globalement ce qu'on identifie comme des secrets dans le code. Le principe, c'est que les secrets qui nous intéressent vont, comme on a parlé Guillaume, en général avoir une entropie assez haute. L'entropie, c'est une mesure du désordre dans la chaîne de caractères. Par exemple, s'il y a une chaîne de caractères qui a que le même caractère, il n'y a pas beaucoup de désordre. Par contre, si elle a été générée aléatoirement, ce qui est le cas dans la majorité des cas pour des secrets, l'entropie va être élevée. Donc notre moteur de détection, il se passe en plusieurs étapes. Tout d'abord, on a une première étape qu'on appelle la prévalidation, qui va s'appliquer sur un document, donc c'est là où on veut trouver un secret. Par exemple, pour Git, ça va être ce qu'on appelle un diff de fichier dans Git. C'est en fait, ça peut être représenté par une chaîne de caractères, mais c'est comme un fichier en fait. Et dedans, on va vouloir trouver les secrets qu'il y a. Donc la première étape, ça va être prévalider. Est-ce qu'on peut ce document ou pas? Par exemple, si on reconnaît que c'est un document qui est un fichier de test ou dont on sait qu'il ne peut pas contenir de secret, on va l'écarter dès le début. Ensuite, on va appliquer les regex du détecteur pour essayer de mettre de trouver potentiellement ce qui peut être des secrets dans le document. Et ensuite, on a une étape de post-validateur qui va passer sur les potentiels secrets et voir s'il valide les critères qu'on veut pour certains secrets. Donc, j'ai dit, il y a le minimum d'entropie. On va vérifier que la chaîne ne contient pas trop de mots du dictionnaire, par exemple, parce qu'on se dit que ça a moins de chances d'être un secret. L'avantage de cette méthode, c'est qu'on est langage agnostique. C'est-à-dire que ce soit du code en Python, en JavaScript, en Rust, en Golang, ce qu'on traite, c'est des chaînes de caractères. Ensuite, j'ai mis en dessous des exemples de clés préfixées. Donc, si tu peux revenir, Guillaume. Ça, c'est des exemples de détecteurs qui sont très faciles à détecter. C'est-à-dire, par exemple, pour la première clé, on appelle ça des clés Google ISA. C'est une chaîne de caractères de 39 caractères et les 6 premiers caractères sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, ce sera toujours A-I-Z-A-S-Y. Donc ça, c'est très facile à détecter parce que il suffit de chercher cette chaîne de 6 caractères dans les documents et si on la trouve, ensuite on peut vérifier qu'il y a bien une chaîne de 39 caractères et on a trouvé en général une clé Google ISA. Mais en l'occurrence, c'est très bien, mais c'est pas très fréquent. Ça ne représente pas du tout la globalité des secrets qu'on veut détecter. Tu peux avancer, Guillaume. Ensuite, de base d'intégrer un détecteur, mais
on a deux types de détecteurs globalement. On a les détecteurs qu'on appelle génériques, qui vont s'appliquer à un fournisseur de secrets en particulier. Par exemple, j'ai cité la clé Google, donc il va y avoir un détecteur juste pour cette clé Google. Il va y avoir un détecteur pour votre fournisseur d'envoi d'email, ainsi de suite. Mais ça, c'est parce que à chaque fois qu'il y a un nouveau service qu'on va créer, il faut créer un nouveau détecteur. Donc, on s'est basé sur le travail qu'on avait fait sur tous les détecteurs spécifiques pour créer des détecteurs génériques qui sont bah, qui vont être capables de détecter beaucoup plus de types de secrets différents. Euh, C'est-à-dire, dans ce cas-là, on a par exemple un détecteur qui va détecter les assignations de variables pour assigner un secret. Donc, on va essayer de trouver une variable qui ressemble à par exemple password, et on va détecter que cette variable est assignée à une chaîne de caractères qui a un minimum d'entropie, qui suit nos critères de validation de secret, et on est capable d'obtenir un détecteur assez performant pour, euh, pour être, euh, pour être déployable et pour être utilisé en production. Donc ça, ce ne serait pas possible si on n'avait pas accès à toutes les données euh, que l'on récupère de GitHub pour valider que notre détecteur est bien précis, que le rappel est suffisant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de faux positifs. Donc on est bon. Et maintenant, je crois qu'on va passer à la démo. C'est ça, Guillaume? Voilà. Ouais, alors je vais juste parler 2 minutes des différentes étapes du cycle de vie d'un commit. Ça illustrera un tout petit peu plus ta démo. Hop, du coup, il y a deux questions qui sont tout le temps posées par nos clients en clientèle. C'est à quel moment du cycle de développement et du SDLC je dois implémenter les checks. Il y a des avantages et des inconvénients sur les différents moments du cycle de vie du développement. Donc, client-side en utilisant des Githooks, donc on peut penser à je sais pas, du pré-commit ou du pré-push. C'est intéressant parce que si le détecteur détecte, on va dire, son commit contient un secret avant même de l'envoyer vers l'instance centralisée qui est le VCS, il n'y aura pas besoin de révoquer ce secret puisqu'il n'est pas considéré comme compromis, il n'a jamais quitté la workstation du développeur. À l'inverse, voilà, on peut pas vraiment l'imposer at scale dans des entreprises. Donc c'est plus un nice to have, mais les développeurs peuvent le bypass ces types de scans et on souhaite qu'ils puissent le bypass parce qu'on l'a dit, la détection de secret c'est probabilistique. Donc si on avait un gros check bloquant qui empêche le développeur de pousser du code et qu'on a un faux positif, on peut lui faire rater sa deadline, etc. Et on crée de la friction. Donc c'est pas des choses que nous on recommande. À l'inverse, avoir une approche où on se plug directement server-side à l'outil de version de contrôle. Là, c'est très intéressant parce que pour des équipes sécu ou compliance, ça donne vraiment une vue de tout le périmètre qui est composé de tous les répertoires des différentes applications de l'entreprise, en tout cas celles qui sont gérées dans du Git. Ce qui permet en ayant à la fois le côté client-side qui est nice to have, pas obligatoire, non bloquant, et à la fois une vision systématique de détection server-side en post-receive. Globalement, on a un système relativement robuste. Si je rentre un tout petit peu plus dans le détail, là voilà, j'avais une slide où on voit un peu toutes les étapes d'un commit et d'un push. Donc aujourd'hui, GG Shield, qui est l'API de détection Git Guardian, que va démontrer Eugène juste après cette slide. On est capable de l'utiliser à ce jour pour faire des pré-commit hooks. On est en train de finaliser le développement pour être compatible avec des pré-push hooks. L'avantage des pré-push pour le dev, c'est qu'il en fait moins souvent, donc ça permet de pas attendre la petite latence d'exécution du scan en permanence à chaque fois qu'ils font des commits. Donc ça, c'est plus des logiques d'efficience pour pas rajouter de friction pour le développeur. Le pré-receive, c'est là qu'on pourrait implémenter un check bloquant.
Mais nous, c'est vraiment un choix philosophique qu'on l'ait pas implémenté ici. On a beaucoup de nos clients qui nous demandent ça, surtout dans les grosses industries réglementées, mais on y est opposé. Et du coup, sur le post-receive, c'est le mode de fonctionnement nominal de notre dashboard que je présenterai. Et également, c'est à ce moment-là qu'on peut faire tourner des scans de secrets dans une chaîne de CI. C'est aussi un moment post-receive pour le commit. Eugène, je vais te laisser prendre la main et partager ton écran. Je pense qu'il Oui. faut donc te donner les droits. Ouais. Oui, ça semble fonctionner. Voilà. Donc normalement, vous devriez voir le terminal. Oui. Donc, moi, ce que je vais vous montrer, c'est GG Shield. Donc, GG Shield, c'est un commande développé par Guide Guardian qui sert à faire de la détection de secrets un peu de plein de manières différentes. Donc, ce que je vais vous démontrer actuellement, tout de suite, c'est comment configurer GG Shield pour s'en servir de pré-commit. Donc, je suis allé sur le repo GitHub et on va aller à l'installation en pré-commit. Donc, GG Shield se base sur le framework pré-commit qui facilite l'installation, la configuration dans les repos. Donc, moi, j'ai déjà installé pré-commit et j'ai un repo de code prêt qui n'a pas grand-chose. Et donc, je vais installer pré-commit en créant un fichier precommit-config.yaml et en ajoutant cette config. Cette config, tout ce qu'elle dit, c'est d'utiliser, c'est un pass vers le repo GitHub et qui dit de l'installer en tant que pré-commit. Donc là, je suis dans le code. Comme on peut le voir, j'ai juste créé un point .env qui va contenir ma clé d'API pour GG Shield parce que j'ai pas envie de la copier-coller ici. Et j'ai rajouté un git ignore pour ignorer le fichier .env, comme c'est la bonne pratique. Donc, je vais créer .precommit-config.yaml. Si je copie, c'est mieux. Alors, il ne faut pas que je copie-colle comme ça. Et je vois de la démo en live, le coller ne marche pas dans le browser. Donc je vais aller le coller ailleurs. Dans VI, depuis le navigateur, c'est CTRL-SHIFT-V pour que tu puisses faire ton copier-coller. Oui, oui, mais c'est ce que j'utilise. Mais ça ne fonctionne pas. Merci pour la démo en direct. Ça nous permet d'avoir un véritable effet démo, c'est toujours plus agréable. Nickel. Donc là, on est bon. Donc je l'ai mis dans le fichier precommit config. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est precommit install. Ce que fait precommit install, globalement, c'est il configure le hook git pour utiliser precommit install. Ensuite, pour faire la démo, je vais générer un secret dès maintenant. Donc, je vais générer par exemple une clé SSH et je vais essayer de la committer. Je vais la committer ici, donc
pas de passphrase. Et donc, on voit qu'on a généré la clé privée et la clé publique. Donc, je vais essayer de faire tout ça et de le commiter. Commit SSH private key. Donc là, GGShield, globalement, la première fois, il doit être configuré. Il va y avoir un configurateur local et il va run sur les fichiers que j'ai committés. Donc là, on voit qu'il a trouvé une clé SSH. Il nous prévient en disant j'ai trouvé une OpenSSH private key dans un fichier. Donc on est content, ça marche. Et maintenant, je vais vous montrer comment, si c'est un faux positif, comment l'ignorer. Donc pour ça, ce qu'il faut, c'est Eugène, je crois que tu as des petits problèmes de bande passante. Tu veux pas couper ta webcam pour qu'on ait l'audio sans que ça assure. C'est-à-dire, vous m'entendez plus? Ça hache un peu, ouais. Ok. Je peux pas faire grand-chose. Peut-être attendre que ça... C'est bon? Oui, c'est pas mal. Ok. Donc, ce qu'on peut faire, c'est créer un fichier guidan.yaml. Et dans ce fichier guidan.yaml, on va pouvoir ajouter le chat du secret. Donc ça, c'est un chat on a un petit algorithme pour créer un identifiant unique pour un secret donné. Et ça va nous permettre de bypasser GGShield pour ce secret. Là, en l'occurrence, il y a eu aussi une manière avec le framework pre-commit, c'est de dire skip GGShield. Et donc, commit SSH private key. Donc, j'ai commité ma clé privée et je l'ai push. Donc, je vais être capable d'aller pourquoi? Ah oui. En effet. Est-ce que je vous ai perdu ou c'est... On est toujours là, on t'écoute, on regarde. Ok. Je n'arrive pas à accéder à GitHub. Si c'est ça, la démo va s'arrêter là. Mais l'idée que je voulais vous montrer, c'est que comment la deuxième intégration de GitGuardian, c'est qu'on est capable de, si vous faites une pull request sur GitHub, un repo qui a été installé sur GitGuardian va lancer un check run et va vous alerter s'il y a un thread dans votre... Donc, pour faire ça, j'ai installé le repo de la démo sur un dashboard de GitGuardian. Et on voit qu'il est arrivé ici, c'est la clé SSH que je viens de leak. Et voilà. Je vais Ouais, du coup, je vais reprendre la main juste pour faire un tour un peu plus en profondeur du dash. Clac. Juste pour que je partage mon écran. Tu peux montrer plus en détail la clé privée que je viens de leak. Ouais, tout à fait.
Alors juste excusez-moi, je débute sur OctoConf. Le bouton pour trouver le partage d'écran, il se situe où? Tout en bas, à droite de sharing la webcam et des micros. Ouais, je crois que j'ai pas les droits du coup. J'ai que 3 boutons dans la partie du bas. Jean-Philippe va te les redonner. Super. Ah, parfait. Hop, nickel. Et du coup, en 5 minutes, donc je vais vous montrer le dashboard GitGuardian, donc qui est plutôt à vocation à être utilisé par des équipes plus restreintes dans la sécu. Donc en gros, le flow est assez simple. Pour onboarder un VCS, je dois en gros récupérer des tokens auprès des différents VCS, que ce soit un GitLab, un Bitbucket ou autre. À chaque fois, j'ai des notions de est-ce que je veux monitorer la totalité des repos ou faire des déploiements uniquement sur un certain nombre d'équipes, etc. Donc, voilà, assez simple à faire. Imaginons qu'on a fait toutes ces actions, on va dire de onboarding purement technique. Je suis un responsable sécurité, un responsable AppSec, et je veux pouvoir performer des audits de mon code et scanner les secrets. Je suis du coup rendu sur cette page qui va en fait constituer le périmètre monitoré par GitGuardian. Donc là, j'ai une liste d'un certain nombre de repos avec des liens à chaque fois. Je peux lancer un scan de la totalité de l'historique de ces repos. Donc là, j'avais déjà lancé un scan là-dessus, mais pour les repos qui n'ont pas été fait, ça se refait. Et du coup, ça me donne un état de santé de chacun des repos. Donc là, j'ai un tag qui me dit que ce répertoire est à risque car j'ai au minima un secret qui a été détecté. Si je clique là, ça va m'emmener dans la vue incident en appliquant des règles de filtrage uniquement sur les incidents ouverts de ce répertoire. J'y vais. Et typiquement, voilà, là j'ai le listing de tous les incidents qui sont présents au sein de ce répertoire et qui ont été détectés par GitGuardian, avec sur la gauche la date du push event. Donc ça, c'est un timestamp pour le push, pas pour le commit. Le type de clé concernée. Donc là, on est sur un de nos spécifiques detectors. Donc c'est les regex qui sont spécialisés dans la détection de clés New Relic, le numéro. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on regroupe et on déduplique les alertes. Donc ça, c'est un vrai enjeu dans les fuites de secrets, parce qu'en fait, le même secret, le même incident, il va se retrouver à plein d'endroits du répertoire et du serveur de versionning. Donc là, si je vais dans le détail, vous pouvez voir qu'en fait, pour un seul secret unique, il est présent à 4 endroits différents de l'outil de versionning. Donc là, on voit, c'est la même clé dans un commit patch différent. Voilà, deuxième occurrence, troisième occurrence. Et voilà. Et ce qui est intéressant à chaque fois, c'est qu'on propose un lien vers le commit chat. Donc, imaginez, vous êtes un ingénieur sécurité, vous avez les droits suffisants pour accéder aux différents repos dans l'instance Bitbucket. Vous cliquez là, ça vous permet d'aller directement sur le commit en question. Et toute la partie droite du dashboard est vraiment orientée sur les actions de rémédiation. Donc là, je pourrais par exemple assigner ce ticket à Eugène. Et Eugène, une fois qu'il s'est fait assigner le ticket, il va bien évidemment contacter le développeur pour mener son action de rémédiation. Et quand il a un niveau d'information suffisant, il peut dire ok, effectivement, c'est un vrai positif, c'est sensible comme information, donc on a décidé de révoquer la clé et d'en générer une nouvelle. Éventuellement, on a nettoyé le git history avec une commande type git push force. Mais voilà, là, je peux le resolve de ce type-là. On sait qu'aussi sur des systèmes legacy, par exemple, on peut avoir un secret qui est dans le VCS, mais c'est très compliqué de le révoquer. Donc là, on peut plutôt se dire, écoutez, vu la complexité de rémédiation, on va juste choisir de supprimer le secret du git history, mais on va pas le révoquer. Donc ça, c'est une autre option. Et bien évidemment, on veut pouvoir maintenir des listes d'exceptions, donc une clé de test, les false positives, etc., pour ne pas avoir des alertes qui repopent en permanence sur des clés qu'on a déjà taguées comme des clés de test ou des faux positifs. Voilà, et juste, je vais retourner sur l'incident que Eugène vient de pousser. Donc on voit que c'est sur du temps réel. Vraiment là, il l'a poussé il y a 5 minutes. C'est disponible.
Je vais là. Et du coup, ouais, on fait en sorte que l'info soit vraiment actionnable. Donc typiquement là, c'est un commit patch assez simple, mais sur des commit patch où j'ai beaucoup plus de lignes de code, vous pouvez cliquer ici sur le tag et ça vous met directement sur la clé d'API, ce qui facilite quand même pas mal la prise de contexte initiale. Je vais pas parler plus longtemps du dashboard, je vais juste parler une toute petite seconde sur la partie intégration. Nous, on a beaucoup de clients qui veulent pousser ces alertes dans un SIEM. Juste petit élément de contexte. Nous, dans la payload du message d'alerte, bien évidemment, on met pas le secret. Hein. Le but, c'est pas de propager les secrets dans d'autres systèmes d'alerting. Donc, quand on envoie l'alerte, on met uniquement, on va dire, le type de secret, la ligne à laquelle l'ingénieur de sécurité peut la trouver, mais on ne pousse pas les secrets dans d'autres systèmes. Ça serait un peu antinomique vu de notre mission en tant qu'entreprise. Voilà. Du coup, on a un peu décalé et un peu dépassé, donc je vais m'arrêter là. J'avais quelques slides en plus.